Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comprendre le cancer, une chaîne qui me tient à cœur en tant qu'oncologue, parce qu'il s'agit d'un sujet qui concerne presque une personne sur deux au cours de sa vie, un sujet qui peut faire peur, fasciner et interroger. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de mieux comprendre le cancer. Ce n'est pas une entité mystérieuse, ce n'est pas une fatalité, c'est une maladie biologique ancrée dans des mécanismes fondamentaux de la vie qui nécessitent de bien comprendre le fonctionnement normal de nos cellules. Parce qu'avant d'être une tumeur, avant d'être une image au scanner, le cancer c'est d'abord une cellule qui à un moment donné échappe aux règles, dérègle son cycle, contourne les mécanismes de contrôle, ignore les signaux d'arrêt, accumule des altérations génétiques et finit par devenir autonome. Dans cette première série de vidéos, nous allons suivre l'odyssée de la cellule rebelle. Nous allons comprendre comment fonctionne normalement le cycle cellulaire, quels sont les points de contrôle biologiques, comment l'ADN est réparé, pourquoi certaines mutations sont tolérées et d'autres transforment profondément la cellule. Comment ces altérations finalement donnent naissance aux grandes voies du cancer qui entraînent une prolifération incontrôlée des cellules, une résistance à la mort cellulaire, une instabilité génétique qui conduira à une invasion et la production de métastases. L'objectif n'est pas de simplifier à l'excès, j'utiliserai des termes scientifiques validés. L'objectif est de rendre clair ce qui est complexe. Parce que comprendre les mécanismes, c'est aussi comprendre les traitements qui sont nombreux, à la fois sur le plan des traitements locaux, chirurgie, radiothérapie, radiologie interventionnelle, mais aussi comprendre la chimiothérapie, les thérapies ciblées, les hormonothérapies, l'immunothérapie et encore d'autres types de traitements. Avant de vous parler de ces traitements d'ailleurs, nous allons parler de biologie. Installez-vous. Nous allons commencer par le point de départ de toute cette histoire, le cycle cellulaire et la naissance de la cellule rebelle. Imaginez que votre corps soit une immense ville avec des milliards d'habitants. Chaque cellule a un rôle précis. Tout fonctionne selon des règles strictes. Et puis un jour, une cellule décide de ne plus obéir. C'est ça le cancer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement pourquoi il apparaît, comment il se développe et comment on tente de le combattre. Parce que le cancer n'est pas une maladie unique, c'est un ensemble de processus au cours duquel il va y avoir plusieurs échappements. Normalement, une cellule naît, travaille, se divise si nécessaire, puis meurt. Mais une cellule cancéreuse, elle, c'est tout l'inverse. Elle continue de se diviser, refuse de mourir, envahit les tissus voisins. Il y a une véritable perte de contrôle. Le cycle cellulaire, c'est très important, c'est le programme un peu qui guide la vie d'une cellule. Il suit 4 étapes, G1, S, G2 et M. Pour simplifier à l'extrême, en G1, la cellule grandit. En S, elle copie son ADN. En G2, elle vérifie que tout est prêt. Et en M, la mitose, elle se divise. Heureusement, il y a des douaniers, de véritables points de contrôle avec un ensemble de protéines qui va vérifier que l'ADN est intact. S'il y a une erreur, tout s'arrête. C'est une machine de précision et quand ces contrôles ne fonctionnent plus, le cancer peut apparaître. Dans chaque cellule, il y a un manuel d'instruction, l'ADN, acide désoxyribonucléide. Les gènes sont des recettes, en quelque sorte, mais à chaque division, il peut y avoir des fautes d'orthographe, qu'on appelle souvent des mutations. La plupart sont corrigées, elles passent même inaperçues. Et parfois, lorsqu'elles touchent des gènes essentiels, cela peut conduire au cancer. Heureusement, notre corps est équipé d'un système de réparation. Les équipes spécialisées corrigent les petites cassures, les cassures double brin, mais lorsque ces systèmes sont défaillants, comme par exemple lors d'une mutation BRCA que l'on verra ultérieurement, alors les erreurs s'accumulent et la cellule devient instable. Il existe des gènes clés du cancer et j'ai voulu faire une analogie avec une voiture. Les oncogènes que l'on pourra assimiler à l'accélérateur, les suppresseurs de tumeurs au frein et les gènes de réparation que j'ai appelés les mécaniciens. Je vais essayer de vous donner un exemple de ces 3 catégories. J'ai choisi Caras comme accélérateur, fréquemment muté dans les cancers du côlon. P53, qu'on appelle le gardien du génome, muté dans près de la moitié des cancers. Et l'exemple de BRCA, un gène important dans la réparation de l'ADN. Bien entendu, quand plusieurs systèmes lâchent, la cellule échappe au contrôle et se multiplie. L'exemple de l'accélérateur, je vous le disais, Caras, muté dans de nombreux cancers du côlon. En situation normale, ces gènes poussent naturellement la cellule à se diviser. C'est normal.
Mais dans le cas de la mutation, il envoie un signal de division permanent. Même sans stimulation extérieure, c'est comme si quelqu'un appuyait sur l'accélérateur sans arrêt. La cellule reçoit le message « divise-toi encore et encore ». Heureusement, il existe des thérapies ciblées permettant de freiner cette activation permanente. A l'inverse, certains gènes sont là pour bloquer la division en cas de problème. Le plus célèbre P53 ou TP53, comme je le disais, on l'appelle le gardien du génome. Et dans plus de la moitié des cancers, on a une mutation de TP53. En théorie, et surtout en situation normale, quand P53 fonctionne, il arrête la cellule si l'ADN est abîmé. Il déclenche une cascade de réactions pour qu'il y ait une réparation de l'ADN. Ou, si les dommages sont vraiment importants, entraîner la mort cellulaire. Quand P53 est muté, plus personne ne contrôle. Les cellules abîmées continuent de se diviser. C'est un peu comme une voiture sans frein. Pourquoi les éléphants d'ailleurs ont si peu de cancer alors qu'ils ont énormément de cellules ? En théorie, plus on est grand, plus le risque de cancer devrait être élevé. C'est ce que l'on appelle le paradoxe de Pareto. La réponse se trouve dans ce gène, P53, qui surveille l'ADN et détruit les cellules trop abîmées. Nous avons une copie principale de P53 et les éléphants en ont environ 20 copies. Le résultat est simple, une surveillance renforcée et un cancer beaucoup plus rare malgré leur taille. Enfin, il existe des gènes qui réparent les erreurs, notamment BRCA1 et BRCA2, largement mis à la connaissance du grand public avec Angelina Jolie. Comme vous le savez, il y a une augmentation du risque du cancer du sein et de l'ovaire et d'autres types de cancers en cas de mutation. Et ce qui est important de comprendre, c'est que BRCA participe à la réparation des cassures double brin de l'ADN. Donc quand il ne fonctionne plus, les erreurs s'accumulent, le génome devient instable et la cellule devient plus susceptible de se transformer en cellule cancéreuse. Ici, ce n'est pas l'accélérateur ni le frein qui sont défaillants, c'est le mécanicien qui ne répare plus les pièces. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Les cellules communiquent entre elles. Imaginez quelqu'un qui sonne à une porte, un signal électrique traverse la maison, la lumière s'allume. C'est exactement ce que font les voies de signalisation avec un ligand qui se fixe sur un récepteur au niveau de la membrane d'une cellule et l'on a une cascade de réactions chimiques qui s'enchaînent. Si on prend l'exemple de la voie des MAP kinases, un facteur de croissance se fixe sur un récepteur et le signal descend en cascade. Chaque protéine active la suivante et le résultat final, c'est que la cellule reçoit un message de division au niveau du noyau. Et par exemple, je reprends l'exemple de RAS qui est muté, le signal reste activé en permanence et la cellule croit qu'on sonne sans arrêt. Ce qui est important, c'est que ces voies de signalisation contrôlent la survie, le métabolisme et la résistance à la mort cellulaire. Donc vous comprenez que quand elle est hyperactivée, la cellule devient presque immortelle. Parfois, le gène n'est pas muté, il est simplement éteint, comme un livre fermé, ce que l'on peut observer avec des méthylations, des acétylations au niveau de l'ADN ou des histones, des protéines qui sont étroitement liées à l'ADN et qui permettent sa compaction notamment. Et donc finalement, il n'y a pas un changement de séquence dans l'ADN, mais c'est juste qu'il peut y avoir une compaction de l'ADN qui va rendre inaccessible l'expression de certains gènes et donc forcément modifier le destin de la cellule. Un mécanisme important que l'on appelle angiogénèse, c'est les besoins de la cellule tumorale d'avoir des apports en oxygène et en nutriments assez importants pour se développer. Elle sécrète du VEGF, qui est un facteur de croissance, qui va lui permettre de construire ses propres vaisseaux sanguins pour lui apporter tout ce dont elle a besoin. C'est comme une ville qui crée ses propres routes. Et il existe en oncologie des médicaments justement qui vont cibler VEGF, notamment un des plus célèbres, le bevacizumab, qui est un anticorps monoclonal qui se fixe sur VEGF justement pour diminuer cette production de vaisseaux et d'ailleurs qui interagit avec l'immunothérapie dans certains types de cancers. Les métastases. Certaines cellules deviennent mobiles, elles traversent la membrane basale, entrent dans le sang, colonisent un autre organe. C'est le stade finalement le plus dangereux de la maladie, avec un risque de dissémination à partir d'un site primitif. L'exemple d'un cancer du sein
où les cellules iraient migrer dans l'os, le poumon, le cerveau. Voilà, donc ça c'est ce qui fait la dangerosité d'un cancer, c'est cette capacité à produire des métastases. Ce qui est important de préciser, c'est que normalement le système immunitaire surveille, et d'ailleurs ça fait partie des avancées importantes, c'est qu'on a compris qu'il n'y avait pas qu'une tumeur, mais tout un micro-environnement tumoral, c'est-à-dire qu'au sein même de la tumeur, il y a beaucoup d'autres cellules du système immunitaire, et il y a des productions de façon locale de nombreuses protéines qui vont influencer tout cet environnement-là, et les cellules tumorales finalement sont capables de freiner le système immunitaire via notamment la voie la plus connue, PDL1, PD1. C'est un peu comme si donc les lymphocytes étaient endormis par les cellules tumorales via cette voie. Et l'immunothérapie, finalement, on va retirer ce frein. On a des anticorps monoclonaux, donc des anticorps qui viennent se fixer soit sur PD1, soit sur PDL1, qui vont permettre de libérer les lymphocytes pour attaquer le cancer. Voilà le principe de l'immunothérapie, très simplement. Et bien entendu, il n'y a pas que cette voie-là. Il y a de nombreuses autres voies en immunothérapie qui sont développées. Une tumeur n'est pas un bloc uniforme, hein, c'est une mosaïque de cellules différentes. Il y a des clones, des sous-clones, avec notamment une accumulation de mutations qui va donner différentes populations de cellules tumorales. C'est pour ça que quand on donne un traitement, il va y avoir une sorte de pression de sélection. Ça peut détruire des cellules sensibles, mais certaines cellules peuvent être naturellement plus résistantes et survivre, ce qui peut expliquer que le traitement puisse sélectionner les cellules les plus fortes. Voilà pourquoi le cancer peut revenir même après une bonne réponse initiale sur l'imagerie, et qu'un suivi est nécessaire pour les patients, même si un TEP scanner est normal ou une imagerie. Il y a toujours une surveillance avec l'oncologue, le chirurgien, pour surveiller justement qu'il n'y ait pas d'apparition de récidive. Le traitement le plus important du cancer reste la chirurgie. C'est ce qui permet, quand le cancer est localisé, d'obtenir le plus grand taux de guérison. Le chirurgien retire la tumeur, hein, comme on enlève une mauvaise herbe. Hein. Bien sûr, il prend une marge de sécurité autour pour éviter qu'il reste des cellules, notamment des cellules microscopiques que l'on ne voit pas à l'œil nu ni à l'imagerie. La radiothérapie, c'est un peu comme une chirurgie sans scalpel, où l'objectif, c'est avec des rayons X très précis de venir casser l'ADN des cellules cancéreuses. C'est un traitement non invasif qui permet de guérir de nombreux cancers sans intervention d'autres traitements. C'est le cas par exemple du cancer de la prostate, où avec de la radiothérapie seule, on peut guérir le cancer et de nombreuses autres tumeurs. Bien entendu, parfois on l'associe à la chirurgie en complément pour détruire la maladie microscopique. On peut le combiner avec de la chimiothérapie, voire même de l'immunothérapie. Toutes ces approches locales ont un objectif simple, éliminer la tumeur là où elle se trouve. Bien entendu, le cancer est plus complexe qu'une maladie que l'on voit. Il y a tout ce que l'on ne voit pas, la maladie microscopique qui peut être autour de la tumeur et à distance déjà, dans le compartiment lymphatique ou sanguin. Et c'est là qu'on utilise des traitements dits systémiques qui vont agir sur l'ensemble du corps. La chimiothérapie, par exemple, circule dans le sang, elle attaque les cellules qui se divisent rapidement. Elle vise les cellules cancéreuses, mais peut aussi bien entendu toucher les cellules saines qui se divisent, expliquant les effets secondaires à type de nausées, baisse des globules blancs, perte de cheveux et d'autres effets secondaires. L'hormonothérapie, elle fonctionne différemment. On l'utilise fréquemment dans le cancer du sein, dans le cancer de la prostate, hein, tous ces cancers dits hormonodépendants. L'objectif est de couper le carburant des cancers qui dépendent des hormones pour se développer. Donc vous voyez que ce sont des approches, des stratégies qui sont là pour agir partout où le cancer pourrait se trouver. En plus de ces approches, on a développé au fil des années, et le nombre de molécules ne cesse d'augmenter, des thérapies ciblées, ce qu'on appelle la médecine de précision, notamment du fait de l'exploration du génome tumoral. Au niveau de l'ADN et de l'ARN, de nombreuses thérapies ciblées viennent bloquer justement une anomalie des voies de signalisation quand la cellule dépend précisément de ces voies, ce qu'on appelle une addiction oncogénique, c'est-à-dire que vraiment c'est un point faible spécifique
la cellule tumorale dépend vraiment d'une voie de signalisation. Et donc, on a des traitements par voie orale ou par voie intraveineuse qui vont venir cibler les cellules tumorales. Donc, des fois, les patients prennent des traitements par voie orale, un ou quelques comprimés par jour, tous les jours. Et ça permet de contrôler la maladie pendant des années. Parfois, c'est des anticorps couplés à des chimiothérapies, ce qu'on appelle des anticorps conjugués. Il y a vraiment le développement de plus en plus technologique à ce niveau-là, avec même des anticorps bispécifiques qui peuvent reconnaître différents sites pour même associer même le système immunitaire en plus de la chimiothérapie pour détruire le cancer. Et l'immunothérapie, donc elle, je le disais, elle ne cible pas directement la tumeur, mais elle enlève les freins du système immunitaire pour qu'il attaque lui-même le cancer. L'objectif de tous ces traitements, cette médecine de précision, c'est qu'il y ait moins de hasard, plus de précision. Donc le traitement est adapté au profil biologique de la tumeur, à sa carte d'identité. Donc aujourd'hui, on ne traite plus seulement un type de cancer, on traite le cancer de chaque personne, même si bien entendu, il y a des sous-types de cancer. On analyse l'ADN de la tumeur pour identifier des mutations. Ensuite, on choisit et on combine les traitements en fonction de ce profil unique. Donc des combinaisons de chirurgie, de radiothérapie, avec de la chimiothérapie, thérapie ciblée, hormonothérapie. C'est ça la médecine personnalisée, adapter la stratégie au patient et pas l'inverse. Concernant l'avenir de l'oncologie, donc le cancer reste une maladie complexe. Il faut rester humble. Bien entendu, il y a encore beaucoup trop de cancers qui sont incurables. Il y a eu des progrès énormes, notamment dans le cancer du poumon, avec des patients multimétastatiques qui sont vivants plus de 10 ans après le début des essais de l'immunothérapie. On peut presque parler de guérison de patients qui pourtant avaient des métastases diffuses dans l'ensemble du corps, des patients que l'on ne guérissait pas, qui sont en rémission 8-10 ans après. Donc il y a eu quand même de véritables progrès. Et on peut dire que l'immunothérapie est vraiment le game changer des 10 dernières années en oncologie. Bien entendu, il y a encore de nombreuses études à mener, que ce soit sur le plan fondamental, des essais cliniques, pour toujours mieux cibler le cancer, et notamment dans les thérapies ciblées, anticiper les résistances, parce qu'on sait que c'est un petit peu comme le plan de métro de Paris. Si vous bloquez une voie de signalisation, il y a toujours des voies de contournement. Et donc cibler les faiblesses du cancer est un enjeu majeur, complexe, qui nécessite des expertises multiples. Mais ce que l'on peut dire, c'est que ce qui était autrefois une fatalité devient de plus en plus une maladie que l'on peut contrôler, traiter et parfois guérir. Bien entendu, quand les maladies sont localisées, les taux de guérison sont très élevés. Et en cas de situation métastatique, nous avons des patients en rémission à plus de 5 ans, de plus en plus nombreux. Chaque découverte scientifique est une lumière supplémentaire dans ce combat. Donc l'avenir de l'oncologie ne repose pas sur un miracle, mais sur la connaissance, la précision et la persévérance. Comprendre, c'est déjà avancer, et avancer, c'est donner de l'espoir. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de Comprendre le cancer. Je vous dis à bientôt.